Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Notre alimentation, c'est vraiment quelque chose de très intime. Ce qu'on mange est relié à nos valeurs, à notre héritage familial, à notre culture, à toutes sortes de choses, en fait. Mon nom est Geneviève Vézina-Monplaisir. Je suis coéditrice du magazine Caribou. Avec la balado Plus grand que la panse, Caribou entre dans l'intimité de personnalités par la nourriture. On leur demande de se mettre à table pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Aujourd'hui, on entre dans l'intimité culinaire d'Emmanuel Bilodeau. Bienvenue à Plus grand que la panse. Salut, je m'appelle Emmanuel Bilodeau, je suis comédien, animateur, humoriste. Moi, je suis pas alcoolique, mais je suis, je le confesse, orthorexique. Bienvenue, Emmanuel. Merci. Merci d'être notre premier invité au balado Plus grand que la panse. Je suis vraiment très honoré parce que j'aime beaucoup ça, parler de ça. On va commencer avec une grande question très large. Quelle place occupe l'alimentation dans ta vie? Ça prend une place disproportionnée, je l'avoue d'emblée. Ça fait 10 ans à peu près que ça prend beaucoup trop de place. Avant, ça prenait aucune place. Puis là, j'ai passé d'un extrême à l'autre. Qu'est-ce qui a fait? Quel a été le déclic pour que l'alimentation prenne autant de place dans ta vie? Ben, c'est quand j'ai fait mon premier spectacle d'humour en 2014 et que j'ai découvert, avec des petits changements de rien, le pouvoir extrêmement grand de l'alimentation, puis je dirais même de la nutrition à la limite. Parce que pour moi, la nutrition, c'est une coche au-dessus. Tu sais, on s'alimente, mais quand on est dans la nutrition, c'est pour les sportifs, on dirait, c'est pour les gens qui font de la performance. Puis moi, je ne suis pas un sportif, quoique je fais quand même beaucoup de sport, mais c'est très, très sportif de faire de la scène, seul en plus. Mais de la scène en général, j'ai toujours fait de la scène et je ne sais pas comment j'ai fait pour, mettons, jouer Hamlet ou Le Visiteur ou Figaro sans me soucier une seule seconde de ce que je mangeais le matin, le midi, le soir avant de jouer. J'en reviens pas comment j'étais veg. Puis à un moment donné, j'ai croisé Adib Al-Khalidi par hasard, qui est un gars que j'aime beaucoup. Il m'a dit en 2013 environ, ouais, avant ma première de spectacle, moi, je suis allé voir un nutritionniste pour être top shape, comme on dit en bon français, pour ma première. Puis là, ça m'a trotté dans la tête. J'ai fait, hey, dans le fond, peut-être que moi aussi, j'étais déjà en rodage de mon spectacle depuis quelques mois. Puis j'avais un entracte. J'avais un spectacle très long. Puis à l'entracte, je constatais quand même que je m'endormais. Je me dis, bon, je suis vieux, j'ai 48 ans. C'est pas si vieux, 48 ans. Sûrement que je m'endors un peu, je suis fatigué parce que c'est exigeant. Hein, puis j'étais sur les sofas des loges, tu sais, j'avais 15 minutes. Puis des fois, je m'endormais quasiment entre les deux parties de mon spectacle. C'était absurde. Et là, je me dis, je vais aller voir le nutritionniste des stars. Il voulait savoir c'est quoi ma glycémie. Parce que moi, j'ai une petite tendance hypoglycémique. Je tombe facilement des pommes dans la vie. Depuis que je suis petit, je tombe des pommes, j'ai pas bu assez d'eau, pas assez mangé. Fait que là, il m'a parlé de petites choses très simples à faire, dont manger à des heures régulières. Pour moi, c'était comme, ah ouais, à des heures régulières, je faisais pas ça. Tu sais, je partais de loin. J'avais 48 ans, j'avais été élevé, moi, avec des biscuits à glace, puis une alimentation, n'importe quoi. Ben, j'ai commencé à appliquer ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire manger des bons repas, matin, une petite collation, mettons un fruit puis des noix vers 10 heures, quand tu déjeunes à 7 heures. Moi, je suis très régulier, je me lève tôt, je me couche tôt. À midi, un petit repas, ben, un bon petit repas, puis une petite collation l'après-midi aussi, quand j'ai un petit peu. Tout ça dans le but, puis un petit souper, mettons vers 6 heures, tout ça dans le but de maintenir une glycémie égale à peu près, pas avoir de pic, comme on dit. Puis il m'a même dit, parce que j'ai souvent faim le matin, il dit, ben mange une petite collation même avant de te coucher. J'ai fait ça. Mettons, dès le premier jour de cette rencontre-là, le lendemain, j'avais un spectacle. Et juste d'avoir fait quelques petites modifications mineures, là, on parle de mineures, là, de manger à des heures régulières, manger pas n'importe quoi. Et là, à l'entracte, là, j'étais en feu. J'étais super énergisé. Pendant le spectacle, je me rendais compte que j'étais vraiment beaucoup plus là, que j'étais capable d'être détendu et en même temps sur le gun, mais plus que je l'avais été depuis plusieurs mois où je faisais mon spectacle. C'était facile pour moi de comparer. J'avais la même routine, mais je n'avais pas la même alimentation. Puis tout d'un coup, j'étais, mon Dieu, que je me sens jeune et en feu. Je me sentais comme j'avais 22 ans, là, puis j'avais plein d'énergie. Fait que là, j'ai dit, OK, il y a un pouvoir là, incroyable, juste de faire des petites modifications comme ça. Fait que là, je me suis mis à m'intéresser à ça, à m'abonner à des infolettes de sites Internet que j'entendais parler, qui étaient vraiment pertinents, désintéressés de nous vendre quoi que ce soit, ce qui est assez rare. Puis, j'ai commencé à m'intéresser donc à l'alimentation. Mais à force de lire sur l'impact de l'alimentation sur sa santé, sur la santé de la planète, je me suis mis à me désintéresser de la viande beaucoup, à me dire que moi, pour mon groupe sanguin, pour ma personnalité, puis mon corps, ça le prenait bien, moi, être vegan. Mais on dirait que, en tout cas, chaque corps a ses besoins et ses envies.
Mais moi, j'ai pas besoin de viande. Puis j'aime vraiment ça. Le sentiment de rien mettre dans mon corps qui a été tué ou qui a été cultivé dans tu sais, l'élevage industriel, puis tout ça. J'aime ça de ne pas participer à ça. Même si des fois, je dois m'en confesser, j'achète au magasin, à l'épicerie, de la viande pour mes enfants qui en veulent vraiment beaucoup. Puis eux, ben, ils ont une conscience environnementale, mais ils sont tellement ados, ils n'ont aucune envie de faire des sacrifices, de manger moins de viande. Mais quand ils arrivent d'options véganes à table au souper, ils sont un peu déprimés. Puis quand je leur arrive avec une grosse affaire grasse, viande, aux épices, tout près d'avoir, ils capotent leur vie. Puis ça me fait plaisir de les voir heureux des fois parce que tu sais, c'est un stress, là. Les moments de souper, des fois, sont un stress pour eux. Ils font arc, ils sont déprimés, ils ne savent pas quoi manger d'autre, puis ils s'en vont bien fâchés. Fait que, tu sais, c'est comme. J'ai le goût de leur faire plaisir. C'est mes enfants que j'aime. Donc, qui cuisine chez toi si là, dans le fond, toi, tu es végane, pas tes enfants? Est-ce que ta conjointe a le même régime alimentaire que toi? Ma conjointe est beaucoup plus ouverte d'esprit. Non, mais dans le sens que elle est plus omnivore. Elle a une tendance végétarienne, je dirais, à peu près. Elle n'est pas du tout végane, puis elle n'a pas envie tant que ça de le devenir. Puis je respecte ça au bout. Fait que moi, j'ai des options pour tout le monde, en fait. Quand je sers, mettons, un pâté chinois, j'aimerais ça le faire vegan, mais ils ne le mangeront pas. Fait que je sers un pâté chinois à viande, puis ma blonde, elle va en manger, tu sais, alors que moi, j'en mange pas. Je vais me faire des encas. J'ai fait une grosse soupe, mettons, à la courge avec des légumineuses dedans, puis intégré avec du quinoa tout broyé avec une purée de courge, puis tout ça. Fait que ça, c'est comme un repas pour moi que je vais manger avec une tranche de pain, mettons, puis je vais être bien heureux. Puis eux, ils vont être bien heureux de manger leur pâté chinois. Puis moi, je vais être bien content de les voir heureux. Malgré que je me pile dessus parce que je sais que la viande hachée, par l'OMS, c'est considéré comme étant une charcuterie aussi cancérigène que les saucissons, mettons. Puis moi, je mange plus de saucissons depuis que je sais ça. Parce que moi, je suis bon élève, j'entends ça, l'OMS dit mangez pas de saucissons, c'est cancérigène. Des charcuteries, c'est cancérigène, puis j'en donne à mes enfants. C'est tellement un combat que j'ai mené, que j'ai perdu, qui crée tellement de tension que j'ai fait, hey, moi, j'ai pas le goût de vivre dans une espèce de conflit permanent avec mes enfants. Fait que j'abdique là-dessus. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu aimes cuisiner? Parce que là, tu as dit que tu dois cuisiner pour toute ta famille, tu cuisines en quantité, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimes profondément? Je pense que j'aurais besoin d'un cours pour aimer ça parce que cuisiner des repas, ben, j'ai un rapport amour-haine avec cuisiner des repas parce que souvent mes enfants vont pas les aimer. Puis je suis découragé d'avance, même en commençant à cuisiner, je fais ah, ça, je sais qu'ils n'aimeront pas ça. Puis j'ai souvent pas le temps beaucoup. J'ai plein d'autres passions dans la vie. J'aime aussi avoir du temps pour écrire, je travaille, mettons, puis je m'occupe de mes enfants, mais pas nécessairement en cuisinant. Ce qui fait que quand vient le temps de cuisiner, des fois, je j'ai pas prévu bien, puis j'ai pas assez de temps, puis j'ai pas le petit talent là, de bien assembler les ingrédients. Ça me vient pas naturellement, cuisiner, puis ma blonde non plus. Ce qui fait que des fois, on est un peu déprimé au repas parce qu'on aimerait donc ça que ça goûte bon, puis des fois, ça goûte moyen. À la fois, j'aime ça, à la fois, des fois, je trouve ça décourageant. Mais moi, je suis dans une phase de ma vie en ce moment où que les ados, là, c'est difficile à satisfaire. C'est un moment qui va passer. Et j'espère qu'il va passer le plus vite possible. Tu me poses la question qui cuisine chez nous aussi? Ben, c'est souvent moi, puis ma blonde aussi, quand même, à s'en mêle. Là. Ça dépend. Il y a des bourrées où est-ce que c'est juste moi, des bourrées où est-ce que c'est plus elle. Puis on se partage ça pas mal bien. Puis ben, c'est moi qui fais beaucoup les courses. C'est moi le responsable de l'approvisionnement. Je suis vice-président de l'approvisionnement ressources humaines. Puis si on regardait dans ton panier d'épicerie, mettons, là, qu'est-ce Ouais. qu'on verrait? Hey, on verrait beaucoup de choses contradictoires. Tu sais, j'ai acheté des ribs de porc, genre barbecue, je sais pas quoi. Ça m'écoeure. Je les prends, je les remets. Je reviens plus tard, je fais, ah, je vais les prendre. OK, je prends ça. Là, je prends ça dans mon panier d'épicerie, il y avait ça. C'est épouvantable. Mais aussi, il va y avoir des œufs. Moi, je mange plus d'œufs, mais des fois, je peux en manger un peu. Comme j'aime ça avoir des poules aussi chez nous au chalet. Mais des œufs, du jambon, j'ai acheté ça parce que mon fils fait un gros party demain. Puis son plat préféré dans la vie, c'est du macaroni au jambon et au fromage coupé en carré, puis avec des poivrons rouges. C'est son repas préféré au monde. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires, puis aussi des pousses, puis des pousses de brocoli, puis des petites lentilles germées, puis tu sais, ça va être pour moi puis ma blonde plus. C'est où que tu vas faire l'épicerie? J'en fais à plein d'endroits. À côté de chez nous, il y a un petit marché qui s'appelle TUI, Santé.
C'est un petit marché bio, local, pas mal. Sinon, je vais au PA Nature, sur l'avenue du Parc. Sinon, je vais au PA normal. Puis, bien fâché, je peux aller dans d'autres grandes surfaces parce que j'aime ça, avoir certains produits, souvent québécois, mais puis quand il faut que j'achète du papier de toilette puis des affaires de même, tu sais, je peux me ramasser dans des grandes surfaces, puis je fais, mon Dieu, c'est vrai, des fois, les prix sont tellement plus avantageux, c'est capoté. Puis le panier d'épicerie, Dieu sait que ça a augmenté. Fait que c'est quand même un enjeu aussi, là. On regarde Avec ça. 2 ados. Avec 2 ados qui mangent sans arrêt, une petite qui mange quand même pas mal. Puis souvent, je nourris ma fille, parce que ma fille et sa propre fille sont nos voisins. Fait que des fois, je leur achète des choses. Dans le cadre de l'émission C'est plus qu'un jardin Ouais. où, en fait, on te suit découvrir un peu le monde du jardinage puis de l'autosuffisance alimentaire. Tu parlais de tes poules, de tes propres légumineuses là, que tu as faites pousser dans ton jardin. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, ça fait 4 ans qu'on fait cette émission-là. En fait, la première année, c'était à Laurentide. Puis la deuxième année de tournage, c'était à Montréal, dans notre cours. Puis la troisième année, c'était Édith avec d'autres, une école, puis d'autres parents. Puis là, on est revenu à nous pour la saison 4 parce que on a changé de vie. Pas pour l'émission, mais par hasard, on a trouvé un terrain incroyable avec un immense potager. Puis c'était accessible en Estrie. Tout est trop cher en Estrie, mais c'était accessible parce que la maison était décrépite. Vraiment une maison à mettre à terre. Mais le potager était incroyable. Fait que là, c'est plus qu'un jardin. Ils sont revenus à la charge. Voulez-vous faire une émission cette année? On a fait, ben oui, avec plaisir, parce que on sait que ça vient avec des mentors. Puis moi, je suis tombé sur la meilleure mentor au monde, là, Marie Thévard. Marie Thévard, qui est une perle, une soie, une femme extrêmement douce et brillante et sympathique, adorable. Sa mère, c'est Marie T, qui a écrit avec Marie Thévard le livre Le Jardin Vivrier. Fait que, tu sais, c'est une mine d'or de renseignements. C'est extrêmement rigoureux, complet. Et ça fait. La philosophie principale de ce livre-là, c'est le non-travail du sol. C'est-à-dire qu'on ajoute, on peut détourber au début, puis aérer un peu, puis c'est tout. C'est fini. Après ça, on ne touche plus. On fait juste rajouter des couches. On nourrit le sol sans jamais grelinetter, même remuer le sol. Puis le travail se fait par la vie interne du sol avec les insectes, les vers de terre. Il y en a des milliers. Ils font tout le travail qu'il faut. Fait que moi, ça m'a beaucoup parlé. Fait qu'on a créé un potager de toutes pièces dans notre champ. Parce qu'il y avait déjà un potager un peu comme en friche, mais bon, déjà un potager un peu. Mais on a créé un autre espace. Pour les fins du tournage, ça prenait un deuxième espace. Puis j'ai pas regretté parce que là, on a planté des légumineuses, principalement, puis des haricots secs. C'est ceux avec lesquels je suis tombé amoureux. C'est les haricots de Soissons. C'est des gros haricots, des grosses fèves blanches que quand tu viens de les cueillir, tu ne pas les faire tremper pendant une journée puis les cuire 2 heures. Tu peux les cuire immédiatement dans la poêle. C'est capoté comment c'est bon, là. La texture, c'est comme, j'avais jamais goûté des légumineuses comme ça. C'est comme une texture un peu de poulet qui a été vraiment mariné puis qui se défait un peu tout seul, mais un goût qui ressemble à rien. C'est délicieux. Puis là, j'ai pogné la piqûre pour faire mes propres légumineuses fraîches parce que c'est vraiment facile, là. Au début de l'année, tu mets un tipi, tu fais des petites baguettes de bois au-dessus de ton endroit où est-ce que tu vas semer tes graines. Puis au pied de chaque branche, des 7 branches du tipi, tu mets 6 graines, mettons. Puis c'est tout, tu les oublies là. Tu mets du foin, un peu d'engrais, peut-être du foin, puis ça pousse tout seul, puis tu arrives à l'automne, puis tu récoltes. C'est magique. Puis qu'est-ce que ça t'a appris justement, ce travail-là de la terre ou de tendre un peu vers l'autosuffisance? Ben, ça m'a appris à quel point c'est précieux. Comme tout, c'est un cliché, là, tout le monde dit ça quand on a fait pousser des trucs. Nous-mêmes, on voit à l'épicerie après ça, puis on est capable d'apprécier. Parce que des fois, les carottes à l'épicerie ne goûtent pas grand-chose. Puis quand tu les fais pousser toi-même avec du bon compost, puis de la bonne façon, puis je sais que des carottes, ça a l'air facile, mais c'est pas si simple que ça à faire pousser. Mais quand tu sors une carotte de chez Marie Thévard, qui mesure 3 pieds quasiment de long, puis qui est grosse, puis qui est juteuse et goûteuse, tu fais, mon Dieu, c'est exactement quand tu vas manger une mangue dans les pays du Sud, puis que tu goûtes vraiment quand la mangue vient d'être cueillie, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes nutriments, puis c'est pas le même grand plaisir, puis la fierté de l'avoir fait pousser aussi. Ça devient un événement, là. Tu cuis une carotte dans la poêle, mettons, où tu la prêtes, puis tout le monde fait «Waouh!» Ou notre premier concombre, on était Même tes euphoriques. enfants? Même mes enfants, Ouais. oui, ils arrivent dans le potager, puis ils voient un concombre, puis ils sont vraiment heureux, là, puis ils font «Waouh!» Même s'ils n'ont pas travaillé pour l'avoir, ils sont comme fiers quand même, ça vient de chez eux. Puis ça, c'est quand même un grand plaisir, mais
C'est une préoccupation qu'on a de plus en plus. On dirait, comme la Terre, la planète évolue d'une façon étrange, puis les ruptures de chaînes d'alimentation insécurisent un peu et les gouvernements et les populations. On se dit tout, si à un moment donné, il n'avait plus là, des carottes puis des tomates dans les épiceries pour quelque raison que ce soit, ou qu'il n'y en avait pas pendant une petite période, ben là, qu'est-ce qu'on fait, mettons? Puis si on met ça à grande échelle, là, si, mettons, il y avait une panne d'électricité majeure pour quelque raison, puis que toutes les épiceries fermaient, ben, ceux qui ont des potagers, là, tout d'un coup, je pense qu'il faudrait qu'ils défendent avec leur sang, parce que c'est extrêmement précieux, l'eau puis la nourriture. On sait que c'est l'affaire de base là, pour la vie. Puis là, on le prend pour acquis parce qu'il y en a en abondance, puis on en jette la moitié, puis on ne fait pas trop attention. Mais on en parle de plus en plus, c'est dans l'air du temps, avec les changements climatiques. Qu'est-ce qui arriverait si on avait moins ou plus, assez? On est nombreux sur la planète. Fait que je pense que d'apprendre ça, ça devient comme extrêmement. C'est pour ça que l'émission C'est plus qu'un jardin. Depuis 4 ans, on est dans cette mouvance-là. C'est l'émission la plus écoutée de Uni de tous les temps. Wow. Puis il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout d'un coup à être maraîcher ou au jardin communautaire ou à en apprendre un peu plus là-dessus parce que c'est comme un instinct de protection de ses propres enfants ou de soi-même. Puis c'est un instinct aussi qui est le fun parce que c'est tellement agréable et tellement satisfaisant de faire pousser ces trucs. C'est lent, c'est beau, c'est simple, mais ça demande un contact avec la nature qui fait du bien aussi au quotidien, là, qui n'est pas genre pour dans 3 mois, c'est tout de suite. On enlève un peu les mauvaises herbes, on se bat contre des scarabées japonais, on essaie de les éloigner. On chiale parce que c'est comme on a perdu notre école, une marmotte est venue tout manger nos salades. C'est décourageant. Puis il y a d'autres choses qui fonctionnent. Il faut accepter que la plupart des choses qu'on va essayer vont fonctionner plus ou moins bien ou pas du tout. Ça fait partie de l'expérience, comme dans la vie, en fait. Vous écoutez Plus grand que la panse avec notre invité Emmanuel Bilodeau. Ouais, moi, je dois dire que je suis un gars qui, quand je manque de nourriture, c'est physique, là, je me sens vraiment pas bien ou je tombe dans les pommes. Si je manque d'eau, tu vois, j'ai toujours une bouteille d'eau, j'ai ma petite réserve, j'ai des muffins énergisants, j'ai une pomme, des noix. Puis je suis un gars énervé dans la vie. Ça a été long avant que je constate que c'était important pour moi d'être toujours hydraté puis bien nourri. Puis chez nous, c'était n'importe quoi. La bouffe, là, comme c'est du pâté, puis le déjeuner, c'était des toasts à confiture avec un verre de jus d'orange. Tu sais, c'était comme, on partait à l'école avec ça, nous. Puis on mangeait le midi des sandwichs au pâté ou rien, ou une boîte de raisins secs. C'était terrible. Je pouvais bien, moi, petit énervé, tomber dans les pommes. Puis ma mère n'avait pas le temps de savoir ça trop. Puis mes parents étaient dépassés par 12 enfants. Fait que je sais pas trop, là. C'était n'importe quoi. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer de bouffe? Est-ce que c'est... Là, tu nous parlais de ton enfance, mais mettons, cette anxiété-là, est-ce qu'à un moment donné, c'est arrivé pour vrai? T'as eu faim, t'as manqué de bouffe, t'as manqué d'eau, puis ça a été l'enfer? Hey, je pense pas, dans le fond. C'est toutes des peurs hein, que j'ai irraisonnées. Mais ce qui m'est arrivé souvent, par contre, dans la vie, qui me traumatise à chaque fois, c'est de manquer d'un ingrédient important pour cuisiner. Puis là, mettons, on est le soir où il y a une tempête de neige, où il pleut, puis j'ai pas le goût de sortir, ou le repas est là, puis qu'il faut que... C'est ridicule, tu me diras, puis ma blonde me trouve aussi un peu ridicule. J'ai toujours beaucoup trop de stock. Tu sais, moi, si j'ai pas un congélateur d'appoint, là, je suis malheureux. Dans un monde idéal, moi, j'ai juste un frigo. J'en aurais 4, 5 frigos pour tout le temps avoir de la place pour stocker. J'exagère, là, je me parle, j'en aurais pas 4, 5, mais j'ai pas de caveau. J'aimerais ça avoir un caveau toujours frais, à bonne température, mais j'ai pas ça. Fait que oui, c'est une anxiété probablement de manquer de quelque chose parce que si je manque de quelque chose, je me sens tout de suite physiquement pas bien. Puis mes parents, il en manquait quand même souvent. Il n'y avait pas tant que ça des choses à manger chez nous. Quand ils achetaient une boîte de biscuits à melasse, que c'était livré par le fermier, nous, à l'époque, il y avait du lait, des œufs, puis des biscuits à melasse. Fait qu'il fallait se dépêcher d'en manger. Il fallait même en cacher dans nos chambres, en dessous de nos oreillers, sinon ça disparaissait. Tu sais, 12, là, qui se garagent dans un garde-manger, ça reste pas longtemps là. Nous, quand il y avait une boîte de jus, puis il n'y en avait pas tout le temps, puis on était 12 à en vouloir, là, puis on mettait 12 verres, puis on checkait, puis je te dis ça, même exceptionnellement, des fois, on avait une bouteille de liqueur. Ça arrivait une fois par année. Bien, on mettait les 12 verres, puis on passait une demi-heure à checker que tout le monde avait égal, puis on remplissait les verres vraiment bien, puis on s'assurait que tout le monde était servi également, sinon c'était la chicane. Puis quand on mangeait, puis c'était bon, là,
Des fois, il y en a qui me volaient des petits bouts, là. Mes frères, pas fins, là, ils me prenaient un bout de nourriture, puis là, il y avait de la bataille, puis de la chicane, ça criait, puis il m'a volé ma seule croquette de poisson ou de poulet. Fait que, Fait que des fois, il fallait que tu te battes un peu pour fallait la comme un peu se nourriture. battre. On se battait beaucoup avec les mots. Chez nous, on se niaisait, puis il y avait beaucoup d'humour autour de la famille, puis beaucoup de jokes. Puis c'était dur de placer un mot aussi, c'était difficile. Moi, c'est pour ça que je parle vite aujourd'hui. J'ai toujours senti le besoin de extrêmement parler vite. S'il y avait un moment où je peux parler, il fallait que je le fasse extrêmement vite, sinon je me faisais couper tout de suite. Fait que ça vient probablement de là, mon anxiété de manquer de nourriture aussi. Puis, est-ce que justement, de grandir avec, bon, ta mère cuisinait pour 12 personnes, est-ce que c'est elle qui t'a appris à cuisiner? Ouais, beaucoup. En fait, beaucoup le pain. Quand j'étais jeune, ma mère, elle faisait beaucoup de pain. Puis je sais pas pourquoi, naturellement, moi, c'est le pain que je voulais faire avec elle. Puis elle en faisait beaucoup pour beaucoup de monde. Puis son pain durait 2 jours, tu sais. Puis elle en faisait 12 à la fois, tu sais, des pains. Puis moi, donc, quand je voyais ma mère cuisiner, puis j'ai souvent aidé à faire des sauces à spaghetti, puis des choses très simples, ben, même maintenant, moi, quand j'avais juste une enfant, pendant mettons, 10 12 ans, j'avais juste une fille. Puis malgré tout, quand je fais des repas, j'en fais pour 12. Tu sais, je fais des soupes mais dans des gros chaudrons, là, pas besoin, là, c'était pas nécessaire. Puis j'en faisais plein. Puis bon, j'en congèle, puis j'en donne, mais j'ai toujours cuisiné pour 12. C'est plus fort que moi. Je fais n'importe quoi, j'en fais trop. J'en fais trop, puis des fois, ça se perd même, mais j'arrive à congeler la plupart du temps, là, des grosses batches, mais je pourrais pas de faire une petite batch de quelque chose. Mais ce que tu aimes faire profondément, c'est du pain. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette histoire d'amour qui a commencé probablement quand tu faisais du pain avec ta mère, mais comment ça a évolué, puis pourquoi ça fait encore partie de ta vie? Ben, je pense que ce que j'aime dans le pain, c'est que d'abord, l'ingrédient premier, c'est le blé, la farine. J'adore avoir les mains dans la farine. Je trouve ça simple, le pain. C'est comme magique de mettre de l'eau avec de la farine. On fait de la colle avec ça. Mais si on met un petit peu tout petit peu de levure ou du levain, puis un petit peu de sel, ben ça devient du pain rapidement, ben, une pâte que tu fais cuire. Puis c'est extrêmement simple, même si on peut utiliser ça pendant des années, parce que ça peut être complexe si on veut le complexifier. Mais si on veut que ce soit bon, là, c'est pas très compliqué. Puis là, si tu ajoutes des petits ingrédients, le fun, comme moi, j'ai mon pain préféré en ce moment, c'est ma purée de courge devient mon eau. Je fais une purée de courge assez diluée quand même, parce que sinon, c'est trop difficile d'avoir de l'hydratation pour ma farine. Mais mon eau, ça va être de la purée de courge, mes courges. Puis je vais rajouter du curcuma, un peu de poivre noir aussi, j'allais ajouter, puis un peu d'huile d'olive. Puis tu rajoutes un peu de miel du Québec. Moi, le miel d'anisette, entre autres, j'adore ce miel-là. Puis dans ce temps-là, j'ai l'impression que le pain que je vais manger, non seulement il va être délicieux, puis c'est un pain qui devient à la fois santé, je dirais. S'il a été fermenté une couple de jours, il est plus facile à digérer. Puis si t'en manges pas trop, parce que moi j'en mange trop du pain, je pense que c'est ça qui va me tuer. Parce que j'ai une passion pour la texture, le goût, le fait que je l'ai fait moi-même aussi, ça fait qu'il y a une valeur plus grande. On dirait que j'ai de la misère à pas trop manger de pain. Je sais pas d'où ça vient cette folie-là. C'est plus qu'une passion, c'est comme une folie. J'ai déjà moulu le grain dans un moulin à eau dans le bas du fleuve, puis j'étais vraiment euphorique. Tu sais, je faisais waouh, c'est donc bien le fun. Puis il y avait un moulin à vendre il y a pas longtemps pour 1 million de dollars ou 2 200 000 dollars. Je pense qu'il y avait une maison avec un moulin à eau. J'avais le goût de dire à Tu ma y as blonde, pensé. hey, j'y ai pensé, mais je savais que ma famille ne me suivrait pas là-dedans, puis tout seul, je pourrais pas, là. J'ai pensé tout vendre, puis même vendre la maison en ville, puis aller opérer un moulin, puis faire ma farine, puis faire pousser mon blé, puis... Mais là, je serais dans une vie de solitaire et ça me tentait pas. Puis, je crois que, dans le fond, cette passion-là aussi, elle a été nourrie par des gens qui t'ont, comment dire, insufflé leur connaissance. Je pense, Albert, Oui. de la boulangerie Merci la vie. Je pense que vous avez une connexion amitié. Il t'a montré une coupe d'affaires. Ah, j'ai été chanceux, j'avoue, là. Moi, j'ai entendu parler de quelques boulangeries dans ma vie à un moment donné, il y a 6 7 ans, puis dont Albert. J'ai entendu parler de son histoire puis de sa boulangerie, puis je le connaissais aucunement. Puis un jour, en famille, on avait notre chalet pas très loin de là. On est allé c'était à Prévost, dans les Laurentides. Il y avait une petite boulangerie au début. Il était locataire dans une petite place, puis vraiment sympathique. Puis on arrive là, je le connais pas pantoute. Puis je m'assois même pas avec ma blonde et mes enfants. Je vais juste jaser. Bonjour, hey, j'ai entendu parler de vous. On jase un peu. Puis lui, il est un peu un animal sauvage, un peu. Il peut être très social, puis des fois pas du tout. Là, ça a bien tombé cette journée-là. Il m'a dit, va laver tes mains, puis viens, on va te faire toucher à la pâte, si tu veux, comme façonner un peu.
J'étais, voyons, tu me niaises. Puis lui, c'était déjà une boulangerie d'exception, là. Puis là, j'ai mis ma casquette, je me suis lavé les mains, puis j'ai commencé à toucher à sa pâte, puis à regarder comme son geste. Puis j'avais vraiment de la misère. Ça a l'air tellement simple, tu le regardes, puis tu es incapable de le refaire. C'est comme une chorégraphie. Ça prend beaucoup de ressenti, ça prend beaucoup d'habitude. Puis donc, il m'a fait confiance dès le début. Fait que là, c'est lié à une espèce d'amitié. J'avais des questions pour lui sans arrêt. Puis là, on a commencé à jaser de ça, puis de plein d'autres choses, mais beaucoup de pain. Puis là, je suis revenu, puis je suis revenu plusieurs fois, puis je suis retourné sans arrêt. J'ai fait une formation d'une journée qui offrait, mais après ça, je revenais, puis je me suis mis à travailler là, mais pas rémunéré. Juste, je travaillais là le matin pour le plaisir. Ça m'apportait beaucoup plus de joie. Puis eux, ça pouvait les aider un peu, mais à un moment donné, j'étais capable de façonner du pain. Puis ça m'a pris au moins 1 an ou 2 à pouvoir dire, bon, ben là, je pourrais vraiment façonner dans ta boulangerie sans que tu me donnes un coup de pied dans le derrière pour me dire, va faire tes devoirs. Je connais pas encore le secret de ces pâtes parce que c'est un peu un secret professionnel, industriel, je dirais, les pâtes de chez Merci la Vie. Mais De longue façonner des fermentation. longues fermentations de 36 à des fois 240 heures, ce qui fait que les intolérants au gluten peuvent manger ce pain-là sans avoir d'impact. C'est merveilleux. Moi, je fais des fermentations chez nous, là, dans mon cabanon, des fois, parce que ce soir, il faisait froid, fait que j'ai mis ma pâte dans le cabanon. Si ça varie trop la température, c'est pas contrôlé. Des fois, je peux faire 24, 48 heures. J'arrive mal à faire 72 heures. Puis 240, je suis pas capable. C'est trop des installations sophistiquées. Puis des connaissances que j'ai pas aussi. L'eau à 4 degrés, puis tant de temps. Puis là, tu rentres après tant d'heures. Des considérations qui sont de l'ordre de la chimie des aliments plutôt que du ressenti. Mais c'est un paquet de connaissances en même temps. Faut être vraiment calé pour faire du pain comme il fait. C'est pour ça que les gens viennent de loin pour manger son pain. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur pain au Canada. Mais j'ai pas goûté tous les pains de toutes les boulangeries, mais je trouve que c'est l'intention qu'il met dans le pain, l'amour, le degré de connaissance puis de perfectionnement très élevé. Fait que ça, ça m'impressionne beaucoup. Et est-ce que tes enfants aiment ton pain? Mes enfants, là, à Noël, là, tu veux leur faire plaisir dans leur bonne Noël, tu leur mets un pain gadois, puis là, ils trippent. C'est terrible. Mais parce que c'est, tu sais, du pain tranché, ils n'ont pas souvent l'occasion d'en manger, du pain tranché blanc. Puis je leur donne pas ça souvent, mais tu sais, pour leur faire plaisir, un peu en joke, je leur donne ça. Puis ils sont vraiment contents. Ils trouvent que ça goûte bon. Puis c'est vraiment ça du pain. Fait que tous mes amis, puis leurs amis de mes enfants, là, mes ados, là, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand leurs amis viennent à la maison, puis j'ai du pain frais, là, ils en mangent full. Puis là, c'est comme si mes enfants, à travers leurs yeux, redécouvraient que mon pain peut être bon. Puis que sinon, ils sont tannés, ils en mangent pas. Il faut leur acheter du pain tranché là, pour les rendre heureux le matin. Mais des fois, ben mal pris, quand il est frais, sorti du four, ils se laissent tenter un peu, puis ça arrive qu'ils l'aiment, là. Mais ils sont déjà tannés, ils ont trop mangé. Puis ben, peut-être qu'un jour, ça va créer une nostalgie chez Ah, eux j'espère que oui. quand ils vont sentir un pain maison Ma grande qui fille, elle me demande cuit. du pain, là, ça me fait tellement plaisir. Elle veut que Elle, je elle a fasse. passé l'adolescence, là, elle est rendue à apprécier Oui, oui, à que son 27 ans, père puis cuisine. oui, oui, elle apprécie vraiment. Puis toi, y a-t-il quelque chose qui évoque chez toi de la nostalgie alimentaire? Euh, Pas beaucoup de choses à part une bonne sauce à spaghetti à viande. Tu sais, chez nous, on mangeait souvent ça, puis moi, j'en mange plus, mais je m'ennuie un peu de ça. J'en fais à mes enfants, par contre. Les rôtis de palette, ben, tu sais, c'est sûr que ça fait partie de ce que j'ai mangé quand j'étais jeune, beaucoup. Les pêtes de sœur, tu sais, j'en mange pas souvent, mais ça se fait avec de la pâte à pain, ça. Tu peux le faire avec d'autres choses, mais pâte à pain puis cassonade. Ma fille, là, de 6 ans, elle a tellement hâte que j'y en fasse. J'ai juste dit c'était quoi les ingrédients, puis un bon pain fermenté avec de la cassonade, pas trop. Je pense que je vais y en faire bientôt, puis elle va capoter. Ça, les pêtes de sœur, on a beaucoup mangé. Puis c'était vraiment la joie quand il y avait ça chez nous. On mangeait souvent des foies, du foie de bœuf, ou je sais pas trop, du rognon. On Du appelle ça foie des de veau? rognons, foie de veau. Et c'était des reins, en fait, là. C'était Ah, ça, c'est les dégueulasse. rognons, je pense. Ça goûtait le pipi. C'était terrible. On mangeait ça. Puis des fois, ça nous prenait des heures à manger parce qu'on haïssait ça. Puis on était obligé de finir notre assiette. Fait que tant qu'on n'avait pas fini, on devait rester à table. Puis tu sais, c'est une punition, là. C'est ça. On n'est pas riche. Fait que vous mangez jusqu'à temps qu'il n'ait plus. Puis on a une chance qu'on avait un chien. Puis de temps en temps, il faisait pas trop de bruit. Puis il venait en dessous de la table. Puis on lui donnait notre bouffe. Puis il était content. Puis il fallait pas que notre père nous pogne. Puis à un moment donné, il était rendu 8 heures. Avec le père est allé dans une autre pièce. Là. Il était plus à table pour nous surveiller. Fait que là, on dit OK, j'ai fini. Parfait. Puis je suis sûr qu'il savait qu'on donnait ça au chien. Bon, tu manges assez santé, mais as-tu un plaisir coupable? J'ai plein de plaisirs coupables. En ce moment même, là, le plaisir coupable que j'ai, c'est le popcorn.
J'aime beaucoup le popcorn parce que les chips, c'est sûr que j'adore les chips. Je capote sur les chips. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis petit. Mais je trouve pas ça original. Puis j'en achète pas tant parce que j'ai un combat avec les chips. Si je n'achète, là, c'est comme s'il y avait l'anneau magique de Gollum dans l'armoire chez nous. Ça fait... Il y a des chips. Il y a des chips dans la maison. Pourquoi, dans le fond, je les mangerais pas? Puis, tu sais, c'est vraiment... j'aime beaucoup trop les chips. Fait que là, j'ai remplacé ça parce que quand tu as un goût de salé avec un peu de gras puis du croustillant, ben c'est difficile d'arrêter ce craving qu'on appelle. Je l'ai remplacé par du maïs soufflé local et avec un peu d'huile d'olive, de la levure alimentaire, du piri-piri. Je mets même des fois des graines de chanvre et des graines de lin dans mon popcorn. Ce qui fait que c'est un peu. Il est rendu santé, ton Ben, popcorn, il là. est rendu en tout cas un peu plus complet parce que c'est un bon pic de glycémie, le popcorn. Je pense que c'est beaucoup de carbs. Je connais pas trop ces affaires-là, mais. Puis du gras, de l'huile d'olive, j'essaie de pas trop en mettre, mais j'avoue que j'aime beaucoup l'huile d'olive, même si ça vient pas d'ici. Puis un peu de sel. Puis là, je suis heureux. Là. Je mange un gros plat de popcorn devant, mettons, quelque chose que j'aime à la télé, une bonne série, là, ou un bon film. Puis là, je mange ça comme un fou. Fait que là, j'ai pas apporté de popcorn, parce que tu sais de quoi ça a l'air, mais j'ai aussi un autre plaisir coupable. C'est le plaisir coupable de mon ancienne vie, je dirais. Quand j'étais jeune, là, puis petit, puis jeune, mon grand plaisir coupable, c'était des beignes. Moi, des beignes, là, de T'as chez amené tes Dunkin' Donut. beignes? J'ai amené des beignes, mais j'ai fait des beignes aux patates. J'ai amené des beignes que je fabrique. J'en avais dans le congélateur. Je peux te les montrer, ce que je vais aller chercher. Ben oui. Tu vas capoter, même si à la radio, on voit pas grand-chose. Puis, On va les décrire du mieux qu'on peut. c'est juste des beignes. Pour moi, c'est des beignes aux patates. Bien normaux, là, avec des patates puis de la farine, puis cuits dans l'huile de canola. C'est des petits beignes que mes enfants, ils capotent quand on met un petit peu de sucre en poudre dessus. Il y a des trous de beignes aussi. Fait que ça, c'est juste le symbole. Les beignes, j'ai capoté là-dessus quand j'ai découvert que ça existait. Et moi, je passais le journal quand j'étais jeune. Je me ramassais de l'argent pour aller m'acheter des beignes. Tellement j'aimais ça. Mais tu sais, il y a un magasin de beignes fait maison sur ma rue, pas loin, à 1 kilomètre de chez Ah nous. mon Dieu, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. C'est des beignes un peu comme. Est-ce qu'on peut le nommer? Je sais pas comment ils s'appellent. Non? Je suis jamais allé, mais c'est tellement beau, les boîtes de beignes qui vont. C'est des C'est beignes pas maison. Bernie Bang. Ça se Ça. peut-tu, sur la rue Bernard? Oui, Oui, ben c'est ça. Bernie Bernie Bang. Bang. ça, C'est c'est vraiment quelque beau. Puis les chose. gens ont l'air de triper, là. Les gens vont là pour comme cadeau d'hôtesse. Il y a des fils. Il y a des files d'attente souvent. Des fois, t'arrives, t'as le goût de manger des beignes, Puis il n'y en a il n'y plus. en a plus. Oh Ça, my c'est triste. God. Ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé? Fait que Bernie Bang, c'est bon? C'est très bon. Ben, je vais conseille. aller là. Mais là, j'aimerais ça quand même qu'on goûte à un de tes beignes. Ah ouais, hein? Ouais. T'aimerais ça goûter à mes beignes? Parce que moi, Ben j'en mange oui. même pas de mes beignes. T'en manges Veux-tu même une pas? boule? J'en mange même pas. Mais- Moi, comme je te dis, là, je suis orthorexique. C'est-à-dire que je sais que c'est bon, là. Ça sent le vrai beigne. Ça aux sent les patates. beignes là, de Noël. Ils sont peut-être décongelés. C'est pas des beignes frais. Mais bon, c'est des beignes que mes enfants aiment. Puis je suis Est-ce content. que tu les fais avec tes enfants? Ouais, un peu. Ils abandonnent rapidement. Ça les intéresse plus ou moins de cuisiner avec moi. C'est quoi la farine? Il y a C'est de la peut-être farine il y a blanche? peut-être un peu de farine blanche, un peu je mélange souvent les farines avec un peu de Mhm. camus, peut-être. Ah, Je me rappelle peut-être, ouais. plus. Je me rappelle, ça fait trop longtemps que je les ai faites. Mais ils sont très bons. Mais dans mes muffins, là, Ouais, t'aimerais qu'on goûte à tes muffins. j'aimerais ça que. Non, mais pas tant que tu goûtes, mais j'aimerais ça que tu te dis à quel point j'exagère. Bon, là-dedans, il y a de la farine de sarrasin, il y a de la farine de millet, il y a de la farine d'amarante, il y a peut-être un petit peu de farine blanche, mais très peu. Il y a du chocolat noir, 70%, c'est le minimum. Il y a des dattes un peu. Il y a des graines de lin, du chia. Je mets pas d'œuf là-dedans, fait que je remplace par du chia pour la texture. Puis, quoi d'autre peut avoir là-dedans? Tu sais, j'exagère. Mettons, le matin, moi, je me fais un petit gruau, là, j'exagère les ingrédients. Là. Il n'y aura pas juste du gruau puis du sirop d'érable. Dans mon gruau, il va y avoir des graines de lin, des graines de chia, des graines de tournesol, des graines de citrouille. Euh, il va y avoir de la cannelle, il va y avoir de cannelle et un petit peu de. Qu'est-ce qu'on met dans une tourtière? L'épice, on met dans une tourtière. Muscade? Oui, mais l'autre Non, aussi. Clou de girofle. Clou de girofle. Ouais, je vais avoir ça dans mon gruau en plus, parce qu'il paraît que cannelle et clou de girofle ensemble, ça fait exploser les bienfaits. Je retiens juste ça. Je sais pas trop pourquoi, mais ça a l'air que oui. Puis, c'est ça, j'ai une espèce d'obsession de bien manger, mais pas tant pour la longévité que pour la joie du quotidien. Me sentir comme avant de venir ici en vélo. J'avais déjeuné, j'ai redéjeuné vite vite avec un gros gruau comme ça parce que je savais que ça me soutiendrait et je serais plus heureux. Ça t'amène de la joie. De la joie qui amène de l'énergie, qui amène de la joie.
toi, est-ce que tu as trouvé ça dur, faire ces changements-là dans ta vie? Tellement, tellement. À un moment donné, j'ai décidé de me désintoxiquer du sucre. Juste ça, pour commencer. Là, j'ai fait, OK, je vais essayer de manger moins de sucre parce que je commençais à avoir de la bédaine. Je me souviens, mes enfants, il y a 10 ans de ça au moins, ils me disaient, papa, t'as une grosse bédaine. Fait que j'ai coupé le sucre. Et du jour au lendemain, j'étais en dépression complète. Je manquais d'énergie. C'est comme si on m'avait enlevé mon café du jour au lendemain, plus de café. Quand je fais ça, plus de café, mettons, je trouve ça vraiment dur le matin. Fait que là, plus de sucre, là, mais je parle pas de, tu sais, des fruits, mettons. J'ai juste coupé les desserts, puis tout ce qui était trop sucré, comme les confitures sur mes toasts, mettons, puis tout ce qui était sucré comme d'emblée, là. Puis le premier mois, donc, ça a été très difficile. Puis après un mois, je suis remonté, puis là, j'étais sevré. J'étais capable d'en réintégrer un tout petit peu. Parce que quand je mange une toast de la confiture, là, j'en mets même pas une demi-cuillère à thé. Puis ça fait la job. Je suis comme, oh my God, c'est donc bien sucré, je trippe. J'ai retrouvé ma ligne. Puis j'ai retrouvé une espèce aussi de fierté, de, j'étais fier de moi, de mieux dans mon corps un peu. Puis j'ai fait, mais pourquoi s'en priver? Donc, les petits changements comme ça que j'ai fait, couper ci, couper ça, essayer d'être un peu plus santé, c'est sûr que ça a eu un impact sur. C'est un léger stress. On dit, il ne faut pas trop se stresser avec ça. Le stress, c'est pas bon. C'est vrai, le stress, c'est pas bon. Mais tu sais, si tu ne mets pas un stress pour arrêter de fumer, ben, tu n'arrêteras jamais de fumer. Tu ne fais jamais l'effort. Puis c'est vraiment un stress d'arrêter de fumer. Là, je sais, c'était donc un stress d'arrêter du sucre aussi. C'est un petit stress qui est positif parce qu'à un moment donné, ben, tu vas être dans une plus grande fierté, puis plus grande joie, plus grande santé. Tu vas être un peu plus en contrôle de ton instrument qui te permet d'avoir du fun dans la vie. Puis ça, j'apprécie ça vraiment beaucoup. Puis y a-t-il quelque chose qui te manque, en fait, du temps où justement tu étais plus omnivore, où tu mangeais du sucre? Est-ce que Ouais, t'as moi, ce qui comme... me manque le plus, c'est de ne pas m'en soucier. Manger n'importe quoi, n'importe quand, ça me manque vraiment. On a souvent accès à de la junk. Là. Souvent, 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 des bonbons, des chips, des affaires pas bonnes, des biscuits transformés. Puis moi, c'est un grand plaisir pour moi de ne pas manger ça. Pour moi, c'est une fierté de ne pas manger le gros gâteau, mettons, commercial qui est sur la table. Pour une fête d'enfants, là, j'ai vécu ça il y a 3 jours, on offre des hot dogs avec des gâteaux commerciaux puis des jus. Puis c'est toutes des affaires qui font que les enfants vont être pas bien après, là. Ils vont se sentir mal. Mais on leur donne ça parce qu'ils sont joyeux. Ils font Waouh! Nous, on les prend pour des imbéciles, là. On les utilise pour se faire aimer. On veut que notre enfant se fasse aimer de ses amis parce qu'à sa fête, à notre enfant, il y avait des hot dogs, puis des gâteaux commerciaux, puis des jus. C'est pas vrai qu'on va donner ça à nos enfants comme éducation. C'est les endroits dans l'univers, dans notre univers, dans notre monde, où on devrait faire attention à ce qu'on fait. On devrait faire des fêtes écologiques, santé. Et même si au pire, il y a juste des pommes à manger pour dîner, il y aura juste des pommes. On va en parler du fait qu'il y a juste des pommes, parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. On aurait pu vous donner des hot dogs, les enfants, mais c'est mauvais pour vous. On vous le dit, vous avez 6 ans, 7 ans. Vous êtes capable de comprendre. C'est mauvais pour votre santé. On veut que vous soyez heureux et en santé. Et là, c'est comme si on avait abdiqué sur ça. Notre société d'opulence, puis qui vit dans un déni environnemental et de santé. Moi, ça me fait capoter, ça. Puis je suis pas parfait du tout, là. Tu sais, je suis zéro parfait, mais je suis affolé devant l'inaction, l'incompétence, le désintérêt criant. Alors que Greta, elle nous le dit, là, comme Greta, je l'adore, elle dit arrêtez, là, c'est tout, là, c'est juste arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Puis, Quand tu reçois ou tu te fais recevoir par des gens, est-ce que tu as ces discours-là? Est-ce que non. tu en parles? Ben, j'ai souvent parlé, puis je, je me mets dans une posture où ça va créer comme une espèce d'inconfort, de malaise. J'aime autant le faire, puis pas trop en parler. Puis moi, je passe pour le gars vegan craqué qui mange rien. Fait que les gens ont peur de m'inviter, je pense. Là, je leur ai pas trop demandé. Mais tu sais, c'est vrai, on n'est pas full invité. Ma blonde est souvent invitée, ben, tout seul, Sans toi? sans moi. Ou elle va être elle va créer elle a des groupes d'amis où est-ce qu'ils vont se rencontrer au resto. Mais moi, je ne vais pas souvent au resto. Je suis pas souvent heureux au resto. Puis il y a des options souvent poche vegan où il n'y en a pas du tout, des options véganes. Donc, être assis pendant 2 3 heures avec des couples d'amis qui jasons, ben, c'est pas l'affaire que j'aime le plus. Moi, c'est rendez-vous dans un parc, on va prendre un café, on reste debout, on va marcher, euh, puis on parle, puis on joue à un jeu. Ça me rendrait vraiment heureux. Mais donc, j'invite beaucoup les gens à venir chez nous, prendre surtout les brunchs. J'aime beaucoup les brunchs, le café, le pain. Puis c'est pas mal ça, là. C'est bien rare qu'on va inviter à souper. Mais je fais des soupers pizza. Ça, c'est pas vrai. J'invite le souper pizza. C'est vraiment l'affaire que j'aime le plus faire. Tu Puis fais je ta fais pâte à tellement de pâtes pizza, à pizza. j'imagine?
je fais ma sauce tomate aussi. Fait que pizza sauce tomate, là, il y a du fromage, des fois, pour certaines pizzas. Moi, j'en fais des sans fromage aussi. Puis ça me rend heureux, là. Les gens trippent parce que c'est bon, la pizza, et c'est rassembleur. Puis c'est une pâte quand même un peu santé. Fait que tout le monde est content. Mais j'avoue que ça me manque d'être plus invité à souper. Donc, c'est plus toi qui reçois, mais t'aimes quand même ça, Ouais. recevoir. Oui, j'adore recevoir. Puis j'adore aller chez les gens aussi, là. Mais j'avoue qu'avec plein d'enfants, puis des petites restrictions alimentaires, les gens pensent que je suis compliqué. Mais souvent, je vais arriver chez les gens, j'aurais déjà mangé avant. J'aurais même pas besoin de manger. Je vais manger des légumes, puis tout ça, là, mais j'aurais pas faim en arrivant chez quelqu'un parce que sinon, je suis trop malheureux quand j'ai faim en plus, là. Puis on mange tard, puis faut coucher la petite, puis tout ça, là, je suis pas recevable. Pense vite. Un aliment que tu as toujours dans ton garde-manger puis qui te sauve la vie. Tofu. La recette que tu fais le plus souvent. Un curry aux lentilles avec des patates douces. Le restaurant où on risque le plus de te croiser. À la Panthère verte. Ton café préféré. Café Caron et Frères à Knowlton, puis sur la rue Bélanger à Montréal. Un livre sur l'alimentation qui t'a le plus marqué. Moi, c'est Boulange et Boostify de Albert Elbilla qui m'accompagne encore quasiment tous les jours. Un plat ou un aliment dont tu as horreur. Mon Dieu, un plat ou un aliment dont j'ai horreur. Ah ben le boudin. Le boudin, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Pour toi, faire l'épicerie, une corvée ou un plaisir? C'est un grand plaisir. Surtout si, mettons, je suis tout seul. Mettons, quand je vais en tournée, là, puis je trouve un petit magasin bio local. J'adore ça, puis j'achèterais tout. Parce que je ne vais pas manger au restaurant en tournée. Moi, je vais aller dans ma chambre, je vais me faire un petit repas vraiment vite fait, mais bon, pour la santé. Puis j'adore magasiner dans des épiceries que je connais pas. Même s'ils ont tous les mêmes produits, là, c'est comme... À chaque fois, c'est comme « Wow, ils ont ça! » Puis « Ah, ils ont ça! » Ton épicerie coup de cœur que tu as découvert à l'extérieur de Montréal? C'est vraiment la petite épicerie à Sutton qui s'appelle Au Naturel. Parce qu'ils sont fins, ils ont tout ce que j'aime, puis c'est pas cher comparativement à Montréal. Fait que j'en revenais pas d'avoir tout ça dans une même épicerie, mais loin de la ville. Un aliment du Québec que tu aimerais faire découvrir? En fait, un aliment du Québec que j'aimerais découvrir moi-même, là, c'est le pow-pow. C'est un arbre à fruits que je connais pas. Quelqu'un m'a parlé de ça il y a pas longtemps, puis j'ai capoté. Si même j'ai jamais goûté à ça, puis ça a l'air d'un fruit qui est comme complètement exotique et fou. Emmanuel, j'ai déjà goûté au pow-pow. Je Non. suis allée à un événement qui était un pow-pow de pow-pow. C'est pas vrai comme un pow-wow, mais un pow-pow. Un pow-wow de Ah, pow-wow. un pow-wow de pow-wow? Un pow-wow de pow-wow. C'est-tu, C'était au Jardin des Noix. Au Jardin des Noix? Oui, tu connais, qui cultive de la noisette. Je connais pas ça, mais je veux y aller. Et c'est vrai que c'est vraiment bon, que c'est vraiment comme un mélange de mangue et de banane. Ça a une Voyons texture donc. fondante. Mais je souhaite à tout le monde de pouvoir goûter à ce fruit merveilleux qu'on Ben, veut, c'est drôle. on veut se réapproprier au Québec. C'est super. Donc, pour terminer, qu'aimerais-tu manger à ton dernier repas? Bon, c'est sûr que j'aimerais ça que ça goûte bon, mais en même temps, si je fais un dernier repas, ça veut dire qu'il y a mes enfants probablement qui viennent me dire adieu, puis tout le monde pleure parce que je vais mourir dans 1 heure ou 2, puis que j'ai vraiment longtemps gossé avec l'alimentation puis la nutrition. Mais j'aimerais ça quand même qu'ils retiennent que mon dernier repas, j'aurais choisi des choses santé, locales, bio, probablement plus vegan que de la viande parce que c'est plus un leg que j'aimerais leur faire en fait. Que j'ai choisi que pour mon dernier repas, il y a juste des aliments sains, santé, vivants, un peu, dans le sens vivant, des pousses de tournesol, puis des choses locales, pour leur insuffler une espèce d'inspiration de... C'est ça qui rendait papa joyeux, heureux, jusqu'à la fin de ses jours. Puis ça va peut-être leur rester, puis ça va peut-être influencer ce qu'ils vont devenir, puis comment ils vont influencer eux-mêmes leurs propres amis, puis leurs propres enfants. Merci, Emmanuel, de nous avoir ouvert les portes de ton garde-manger, de Ouais, c'est ta très cuisine. intime quand même, hein, j'avoue. Ça fait plaisir au bout. Merci de m'avoir écouté puis sans trop me juger. Est-ce que ça n'a pas trop paru que tu me jugeais pendant l'entrevue? C'était super intéressant. Merci beaucoup. Plus grand que la panse est une production de Cervidé Média et une idée originale d'Audrey Lavoie. Productrice au contenu, Audrey Lavoie et Geneviève Vézina-Monplaisir. Productrice exécutive, Véronique Leduc. Réalisation, montage, musique et habillage sonore,
Marc-André Labonté. Invité, Emmanuel Bilodeau. Pour davantage de contenu sur la culture culinaire québécoise, visitez cariboumac.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram.